Madeleine, à 81 ans, était l'incarnation de l'élégance discrète, une matriarche dont la fortune était aussi vaste que son histoire. Elle vivait baignée par le parfum des vieux livres et du jasmin, dans une demeure qui était un sanctuaire de silence et d'ordre. Mais toute sa vie de pudeur vola en éclats le jour où la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Elle avait épousé Nathan, un homme de 22 ans dont le seul bagage apparent était la jeunesse et un sourire énigmatique. Le lien qui les unissait était un réseau de gestes subtils, incompréhensibles pour le monde extérieur. Il la touchait non pas avec la passion d'un amant, mais avec la révérence d'un dévot. Sa façon d'installer sa couverture sur ses épaules fragiles, ou sa façon de lui lire le journal du matin d'une voix calme et patiente, évoquait non pas le romantisme, mais un rituel sacré. Pour la société qui la vénérait autrefois, cependant, chacun de ses actes était la preuve du crime. Cette relation, si forte et pourtant si éthérée, éveillait les soupçons d'une intention cachée, d'une fraude minutieusement orchestrée. La cérémonie officielle du mariage, enregistrée à l'état civil et divulguée à la presse, fut l'événement qui transforma le quotidien de Madeleine en véritable champ de mines. Les rumeurs commencèrent dans les cafés chics et se répercutèrent brutalement sur les réseaux sociaux. « Arnaqueur », disait-on de Nathan. « Sénile », murmurait-on de Madeleine. La méfiance était un poison qui contaminait chaque regard, chaque commentaire voilé. Ses propres neveux, menés par l'avare Ricardo, intentèrent une action en justice pour faire annuler l'union, invoquant une incapacité mentale. Les journalistes campèrent devant sa demeure, avides d'apercevoir ce couple étrange. Madeleine lut la condamnation dans le regard de sa femme de chambre de longue date, dans le silence de son chauffeur, dans la façon dont ses amis de toujours hésitaient désormais à répondre à ses appels. Elle ressentit ce jugement comme une douleur physique, un poids qui l'écrasait. Que feriez-vous si le monde entier décidait de qui vous êtes, sans même entendre votre voix? Réfléchissez-y un instant. Et avant de découvrir la réponse de Madeleine, si vous aimez les histoires qui défient les apparences, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche, car ce qui suit va complètement changer votre perception. Elle n'en pouvait plus. Non pas la présence de Nathan qui était en réalité un baume pour son âme épuisée, mais le poids d'une épreuve qui la déshumanisait, réduisant sa vie à une pathétique caricature. Fatiguée d'être une note de bas de page dans sa propre histoire, Madeleine convoqua une conférence de presse dans son jardin. Avec Nathan à ses côtés, lui tenant la main avec un respect que personne ne pouvait voir, elle se tenait devant les caméras et les micros. L'air était lourd, chargé d'impatience et de moquerie. Sa voix, bien que fragilisée par l'âge, était ferme comme l'acier lorsqu'elle commença à parler. Elle ne se défendit pas, n'accusa pas. Au lieu de cela, elle commença à raconter une histoire vieille de près de 60 ans, celle d'un amour interdit avec un pauvre garçon nommé Antonio, un jardinier aux mains calleuses et au cœur tendre, dont sa famille l'avait forcé à se séparer. Un amour qu'elle n'oublia jamais. Un silence stupéfait s'abattit sur l'assistance lorsqu'elle révéla que, des mois après l'avoir quitté de force, elle avait découvert qu'elle était enceinte. Le jardin, jusque-là saturé par les clics des appareils photos, se tut. Chacun retint son souffle, comme si l'histoire qu'ils étaient venus couvrir allait s'effondrer sous leurs yeux, laissant place à une vérité bien plus profonde et douloureuse. Sa famille, au nom de l'honneur et du statut social, l'envoya dans une propriété rurale isolée, un exil doré où sa honte pouvait éclore et mourir en secret. Elle parla de la solitude, de l'odeur de moisi, d'eucalyptus qui imprégnait ses journées, de l'absence totale d'Antonio, renvoyé sans préavis et menacé de ne plus jamais la retrouver. Elle décrivit le jour de sa naissance avec une clarté que seul le traumatisme peut préserver. Une pièce froide, des visages inconnus et le son d'un cri étouffé presque instantanément. Ils me l'ont pris. La voix de Madeleine trembla pour la première fois, une légère fracture dans son sang-froid. Je ne l'ai jamais serré dans mes bras. Je n'ai jamais senti la chaleur de sa peau contre la mienne. Ils m'ont dit qu'il irait dans une bonne famille, que ce serait mieux ainsi, pour lui, pour la réputation de tous. Pendant 60 ans, elle a vécu avec ce fantôme, un vide dans son âme qu'aucune fortune ne pouvait combler. Elle a épousé l'homme que sa famille avait choisi, une épouse dévouée, une figure sociale irréprochable. Mais chaque nuit, en silence, elle se demandait ce qu'était le garçon à travers le regard d'Antonio.
Le jardin était si silencieux qu'on entendait le bourdonnement d'une abeille solitaire près des rosiers. Les journalistes avaient oublié leurs questions. Ricardo, son neveu, qui observait depuis la ligne de touche avec un air triomphant, était maintenant pâle, la mâchoire crispée. L'histoire ne se déroulait pas comme prévu. J'ai passé des décennies à le chercher, poursuivit Madeleine, le regard perdu au loin. J'ai engagé des détectives, utilisé toutes les ressources à ma disposition. Mais la piste était incertaine, les archives falsifiées. Mon fils a vécu et est mort sans savoir que sa mère le cherchait chaque jour de sa vie. Une larme s'échappa enfin, traçant un lent chemin sur sa joue ridée. Nathan, à ses côtés, serra sa main plus fort, tel un pilier silencieux de soutien. Et puis vint le tournant. La phrase qui réécrivit tout. Mon fils, le fils d'Antonio, avait sa propre famille. Il avait un fils. Madeleine marqua une pause, leva le menton et regarda droit dans les yeux les caméras, dans ceux de tous ceux qui la jugeaient. Il n'est plus là pour me connaître, mais son héritage, lui, est là. Nathan n'est pas mon mari au sens où vous l'imaginiez malicieusement. Elle se tourna vers le jeune homme à côté d'elle, et pour la première fois, le regard qu'ils échangèrent prit tout son sens. Ce n'était ni du désir, ni de l'intérêt. C'était de la reconnaissance. C'était du sang. Nathan, dit-elle, la voix chargée de la douleur et de l'amour de 60 ans, est mon petit-fils. Le halètement collectif fut comme une vague déferlante sur le jardin. Les caméras, baissées, furent brusquement relevées. Les microphones furent avancés. Ricardo recula en titubant comme s'il avait reçu un coup de poing, le visage imprégné d'incrédulité et de panique. Le procès, le récit du vieillard sénile et du jeune profiteur, tout s'écroula en un instant. Ce fut Nathan qui prit la parole ensuite, sa voix jeune et claire trahissant le chaos bouillonnant. « Mon père m'a raconté l'histoire peu avant de mourir, » dit-il à la foule. Il a passé sa vie à avoir le sentiment qu'il lui manquait quelque chose. Retrouver ma grand-mère n'était pas un projet, c'était l'accomplissement de sa dernière volonté. Le mariage était le seul moyen de réunir légalement nos biens et de garantir que l'héritage de ma grand-mère et de mon grand-père Antonio soit protégé de ceux qui ne voient que les chiffres, pas les personnes. Son regard croisa celui de Ricardo l'espace d'une seconde, et l'accusation était sans équivoque. La vérité, enfin révélée, était plus puissante et dévastatrice que n'importe quelle rumeur. La révélation s'abattit sur le jardin comme une bombe de silence, suivie d'une explosion de chaos. Le murmure choqué se transforma en une cacophonie de questions imbriquées, les flashs des appareils photos se déclenchant frénétiquement, capturant le visage pâle et défiguré de Ricardo. Lui, qui avait orchestré cette humiliation publique, en était désormais le centre. Bégayant, il tenta de se reprendre, s'avançant, son doigt tremblant pointé vers Nathan. « C'est absurde, une invention !» Sa voix était aiguë, désespérée. Il l'a manipulée. Il est évident qu'il a inventé cette histoire fantastique pour accéder à la fortune. Où est la preuve? Un test ADN. Mais ses paroles se perdirent dans l'air, creuses et pathétiques. La vérité, autrefois dite avec la conviction d'une vie de souffrance, pesait un poids qu'aucun déni désespéré ne pouvait alléger. Madeleine ne daigna pas regarder son neveu. Ses yeux encore humides restèrent fixés sur la foule, non plus comme une accusée, mais comme un juge silencieux. C'en était assez. Le récit de Ricardo, si soigneusement construit sur la cupidité et les préjugés, s'effondra en quelques secondes. Les journalistes, qui l'avaient jusque-là vu comme une source, se tournèrent maintenant vers lui avec un regard méprisant. La proie était devenue le chasseur, et le chasseur, la honte exposée. Madeleine leva sa main libre, demandant le silence qui, à leur grande surprise, leur fut accordé. « La vérité n'a pas besoin de défense, Ricardo, » dit-elle d'un ton sec et calme. « Juste la lumière. » Sur ces mots, elle se retourna. S'appuyant sur Nathan, elle retourna lentement au manoir, laissant derrière elle le cirque qu'elle avait elle-même invoqué et démantelé. La porte en chêne massif se referma derrière eux, étouffant le bruit du monde qu'elle commençait enfin à comprendre. À l'intérieur, le silence de la maison était différent. Ce n'était plus le silence de la solitude ou de la résignation, mais celui d'une paix retrouvée. Madeleine s'enfonça dans son fauteuil préféré, le velours usé sous ses doigts, plus doux que jamais. Son corps tremblait sous l'effet de l'adrénaline. Nathan s'agenouilla à ses pieds, non pas comme un domestique, mais comme un petit-fils, et lui prit les mains. Il ne dit rien.
Il n'en avait pas besoin. Dans ce geste résidait toute la gratitude, toute la loyauté, toute la promesse qu'elle ne serait plus jamais seule. Pour la première fois depuis 60 ans, le fantôme de son fils disparu n'était pas une absence douloureuse, mais une présence réconfortante, personnifiée dans le jeune visage qui se tenait devant elle. Plus tard, Maria, la servante qui avait servi la famille pendant plus de 30 ans, entra dans la pièce. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle se tenait à une distance respectueuse, incapable de regarder Madeleine droit dans les yeux. « Madame Madeleine, pardonnez-moi » murmura-t-elle, la voix étranglée par la honte. « Je croyais ce que tout le monde disait. » Madeleine la regarda, et son visage n'exprimait ni triomphe ni ressentiment, seulement une compréhension profonde et lasse de la nature humaine. « Tu ne le savais pas, Maria. Personne ne le savait. » Elle fit signe à la femme de s'approcher. L'erreur n'était pas la tienne. Elle a été commise par un monde qui préfère croire au mal parce que c'est plus simple que de comprendre la douleur. L'acquittement fut plus dévastateur que n'importe quelle réprimande. Maria pleura à chaudes larmes, un cri de soulagement et de remords qui effaça des mois de méfiance silencieuse. Ce pardon fut la première pierre de la reconstruction de la dignité de Madeleine, non pas aux yeux du public, mais entre les murs de sa propre maison, auprès des personnes qui avaient partagé sa vie. La stigmatisation s'estompait, remplacée par une admiration hésitante et un profond respect. La vieille femme sénile et le jeune escroc avaient disparu, remplacés par une grand-mère courageuse et son petit-fils fidèle, unis par une histoire d'amour, de perte et, enfin, de retrouvailles. L'héritage d'Antonio, le jardinier, était assuré. Dans les jours qui suivirent, la demeure de Madeleine, autrefois un aquarium de silence et de jugement, se transforma. Le téléphone, devenu silencieux, sonna sans cesse. C'étaient les mêmes amis qui s'étaient éloignés, la voix mielleuse pleine de compassion tardive et de remords opportuns. Invitations à des thés, des déjeuners, des dîners, une tentative désespérée de se réinsérer dans l'orbite d'une histoire devenue, du jour au lendemain, une légende d'amour et de sacrifice. La même foule qui avait jeté les pierres s'en servait désormais pour ériger un piédestal. C'est incroyable, comme l'opinion publique peut changer, n'est-ce pas? Partagez votre avis sur le pouvoir d'une seule histoire pour tout changer dans les commentaires. Madeleine ordonna à Maria de simplement dire qu'elle ne recevait pas de visiteurs. Elle ne ressentait aucune colère, seulement une profonde lassitude. Leur confirmation était désormais vaine. La seule confirmation qui comptait était d'être assis devant elle chaque matin, avec le regard d'Antonio et un sourire qui n'appartenait qu'à lui parlant de son projet d'étudier l'architecture paysagère, écho poétique du grand-père qu'elle n'avait jamais connu. La presse, à son tour, avait fait usage de son artillerie. Les gros titres, jusque-là venimeux, transpiraient désormais l'admiration. La recherche d'une mère, l'amour qui a attendu 60 ans, pouvait-on lire sur l'un. Le coup d'État était d'amour. L'histoire qui a réduit les critiques au silence, titrait un autre. Nathan, autrefois profiteur, était désormais petit-fils dévoué. Madeleine, la vieille femme sénile, était devenue la matriarche courageuse. Des photos d'Antonio, extraites des anciennes archives de la ville, furent publiées. Un beau jeune homme sérieux tenant un sécateur. Leur histoire, autrefois un secret honteux, était désormais une romance tragique destinée au grand public. Le coup fatal porté à Ricardo ne vint pas de la presse, mais du silence. Ses propres avocats abandonnèrent la plainte, craignant un désastre médiatique. Ses associés prirent leur distance. Les portes qui s'ouvraient autrefois sous son nom de famille se refermèrent dans un bruit sourd. Un soir, il appela. Sa voix au téléphone n'était pas celle de son neveu arrogant et sûr de lui, mais celle d'un animal acculé. « Tu as tout détruit » siffla-t-il, la voix déformée par la colère et le whisky. « Tout m'appartenait de droit. Le nom, l'argent. Tu aurais dû emporter ton sale petit secret dans la tombe. » Ce fut Nathan qui répondit, sur haut-parleur pour que Madeleine puisse l'entendre. Il répondit avec un calme qui ne fit qu'exaspérer Ricardo davantage. « Le seul droit que tu avais, Ricardo, c'était de faire partie de la famille. Et tu as vendu ça à la première occasion. Son héritage n'est pas fait d'argent. Il est fait d'une histoire que tu as essayé d'effacer. C'est fini. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, empli seulement d'une respiration haletante. Puis il y eut un bruit de rupture, et la ligne fut coupée.
Ils n'eurent plus jamais de ses nouvelles. Son avidité l'avait consumé, ne laissant qu'un vide. Le monde extérieur enfin en ordre, Madeleine et Nathan commencèrent à construire leur propre monde intérieur. Il l'emmena voir l'endroit où son père, le fils de Madeleine, avait été enterré. C'était un simple cimetière dans une petite ville à quelques heures de là. Pas de marbre coûteux ni de statues imposantes, juste une modeste pierre tombale à l'ombre d'un ipet. Madeleine ne pleura pas. Elle toucha simplement la pierre froide, ses doigts traçant le nom qu'elle ne pourrait jamais prononcer à voix haute. Antonio Filio. 60 années de questions, de chagrins désincarnés, trouvèrent là une finalité. Nathan recula d'un pas, lui laissant l'espace nécessaire à cette rencontre qui avait mis une éternité à se produire. Le vent bruissait dans les feuilles de l'ipet, et pour la première fois, le silence ne semblait pas vide. On aurait dit une conversation. Une réconciliation silencieuse entre mère, fils et petit-fils, unissant passé, présent et avenir. De retour au manoir, le parfum du jasmin et des vieux livres semblait le même, mais l'atmosphère était toute nouvelle. La maison, autrefois un mausolée de souvenirs douloureux, recommençait à respirer. La vie s'épanouissait dans les petits détails, dans le bruit du sécateur de Nathan coupant les branches mortes du jardin, dans le rire sincère de Madeleine écoutant ses histoires de fac, dans la façon dont Maria leur servait maintenant le petit déjeuner, avec une attention qui dépassait le devoir. Ils ne se reclusèrent pas, mais ne s'ouvrirent pas non plus au monde qui les avait jugés et, tout aussi rapidement, tentés de les absoudre. Ils créèrent leur propre univers, un sanctuaire protégé par les hauts murs du domaine. Ensemble, ils fondèrent la Fondation Antonio Filio, une organisation vouée à l'octroi de bourses aux jeunes, issus de milieux modestes, souhaitant étudier la botanique et l'architecture paysagère. L'héritage de Madeleine ne se résumerait pas seulement à un héritage financier, mais aussi à des opportunités semées. C'était l'hommage le plus beau et le plus poétique au jardinier qu'elle ne pourrait jamais aimer librement. Le temps passa, adoucissant les derniers signes du chagrin. Un après-midi de printemps, Madeleine était assise dans un fauteuil en osier neuf dans le jardin, observant Nathan superviser la plantation d'un nouveau massif de roses, identique à celle qu'Antonio avait entretenue 60 ans plus tôt. Elle n'était plus la silhouette fragile et hantée du début de cette histoire. Il y avait une sérénité sur son visage, une lueur dans ses yeux que ni l'âge ni la tristesse n'avaient pu ternir. Elle avait retrouvé non seulement sa dignité, mais aussi son histoire. Nathan s'approcha et s'assit à ses pieds dans l'herbe, lui montrant une vieille photo sur son téléphone. C'était Antonio, souriant, le soleil sur le visage. « Je pense qu'il serait fier », dit Nathan à voix basse. Madeleine posa sa main ridée sur la sienne. « Il l'est », répondit-elle d'une voix sans aucun doute. « En toi, mon petit-fils, son jardin a enfin fleuri. » Ainsi, l'histoire commencée par un scandale trouva une fin paisible. Non pas une paix de conte de fées, mais une paix véritable, gagnée avec courage et forgée dans la vérité. L'issue ne fut ni une vengeance ni un triomphe public, mais une réconciliation entre une grand-mère et son petit-fils, une femme et son passé, et une vie avec son but ultime. Le manoir, autrefois théâtre d'un cruel procès, devint le témoignage silencieux que l'amour, sous ses formes les plus variées et les plus inattendues, trouve toujours un chemin. Des histoires comme celle de Madeleine et Nathan nous rappellent que derrière chaque gros titre, chaque rumeur et chaque jugement hâtif se cache une vérité humaine, complexe et souvent douloureuse. Si vous aussi vous pensez qu'il est important de voir au-delà des apparences, aimez ce message pour qu'il atteigne un public plus large. Dites en commentaire quel aspect de ce parcours vous a le plus touché et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des histoires qui défient l'évidence.